Donc, bienvenue à toutes et à tous et bienvenue à cette 16e édition des Journées de l'économie, les GECO, articulées autour du thème « Surmonter nos fragilités ». Un thème qui s'est imposé dans l'enchaînement de chocs, les chocs sanitaires, économiques, géopolitiques, environnementaux et sociétaux, qui nous font prendre conscience ou révèlent nos fragilités et celles de nos systèmes, ainsi que les difficultés de ces derniers à y répondre. Pour la première fois depuis leur création, les GECO s'exportent cette année à Saint-Étienne, réunissant pour ce faire le concours et le travail collaboratif de l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, avec en son sein l'École d'économie de Saint-Étienne, ainsi que bien évidemment la fondation de l'université, la fondation Jean Monnet. Toutes trois ont œuvré à l'organisation de cet événement décentralisé, de concert avec la Fondation Innovation et Transition de Lyon, créatrice et organisatrice de cet événement annuel devenu incontournable que constituent désormais les GECO. Depuis 16 ans, les GECO réunissent des acteurs importants de tous horizons, économistes, chefs d'entreprise, acteurs sociaux et responsables politiques, experts de l'administration publique, autour d'un but commun, rapprocher le grand public, vous rapprocher de l'économie, en vous éclairant sur des enjeux contemporains, des mutations actuelles ou à venir. J'appellerai à me rejoindre sur scène M. Stéphane Rioux, vice-président du conseil d'administration et moyen de l'université Jean Monnet, chargé de la stratégie académique et professeur d'économie, qui va vous dire quelques mots sur cet événement et qui sera donc bien plus légitime que je ne le suis moi-même à intervenir. Monsieur Stéphane Rioux. Bien, merci, chers invités, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames, messieurs, un très bref mot d'accueil, parce que ce n'est pas la tradition des GECO d'avoir des mots d'introduction. Si je me permets, donc ce mot, c'est d'abord pour vous souhaiter la bienvenue à l'Université Jean Monnet. Et je vous remercie de votre présence. Et ensuite, pour vous exprimer notre joie de voir les Journées de l'économie pour la première fois s'installer à Saint-Étienne. C'est une première et ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas un hasard. L'économie est une discipline phare de l'Université Jean Monnet. Elle est dans ses priorités en termes de développement sur les prochaines années. C'est le résultat combiné d'universitaires reconnus à Saint-Étienne et d'un soutien constant des différentes présidences de l'établissement depuis une dizaine d'années. C'est un soutien qui se matérialise, vous le savez, par un laboratoire de premier plan, qui est le laboratoire GATT, qui est un laboratoire commun avec le CNRS, l'école de management de Lyon, l'université Lyon 2. Et puis, plus récemment, depuis 2021, la création d'une école d'économie. Et là, on est vraiment sur une particularité stéphanoise. Je n'ai pas à l'esprit l'équivalent en France, en tout cas pour une université de notre taille. Ça a été une décision assez évidente pour nous de créer une école d'économie à Saint-Étienne. C'est un objet spécifique dans l'université. Des étudiants qui sont ici peuvent en témoigner, avec une formation très intensive, évidemment, en économie, et une formation par la recherche et à la recherche. Donc je me permets ici de saluer tout particulièrement Corinne Autant-Bernard, sa directrice, les équipes pédagogiques, les équipes administratives, Thomas Bartel, qui est la cheville ouvrière de l'organisation de cette session, ainsi que les étudiants qui, je le sais, sont très enthousiastes à l'idée de vous écouter sur le sujet qui vous réunit aujourd'hui. Je salue enfin également la Fondation de l'Université Jean Monnet, qui est un formidable levier de relations avec le monde socio-économique, et compte tenu du sujet qu'on aborde aujourd'hui lors de cette session, il nous semblait assez naturel que la Fondation et son délégué, ici Fabien Aloni, et ses mécènes s'investissent et viennent soutenir l'organisation des GECO. Voilà, donc on est très fiers et très heureux. On est plusieurs ici, collègues, à s'être investis dans les GECO ces dernières années,
à chaque fois en animant, en participant à des sessions à Lyon, de voir les GECO s'installer à Saint-Étienne, c'est vraiment une fierté. D'ailleurs, je souhaite remercier ici le comité de direction et en particulier Pascal Leméraire pour la confiance qui nous est accordée. Voilà, merci à toutes et tous et très bonne session. Alors, sans plus tarder, il me revient donc l'honneur de vous présenter la table ronde de cet après-midi, que j'aurai par ailleurs le plaisir de modérer. Notre sujet s'intitule « Tokenisation, révolution de la gouvernance ?» et je serai entourée pour ce faire de professionnels et de scientifiques fins connaisseurs de ce sujet. Je m'installe avec vous. Donc vous avez les micros à votre disposition. Et je vais donc faire un petit tour de table en vous présentant déjà. Et je vais commencer par ces dames. Alors, Madame Magali Chaudet, vous êtes professeure des universités en économie, directrice de l'Institut universitaire de Saint-Étienne et membre du laboratoire de recherche GAT Lyon-Saint-Étienne. Madame Céline Mouaille, vous êtes avocate et docteure en droit privé international, inscrite au barreau de Lyon et de Montréal, et vous travaillez au sein du bien connu cabinet Deloitte et appréhendez désormais depuis plusieurs années les sujets qui nous intéressent ce soir. Monsieur Marc Kepenegian, vous êtes fondateur et président de la société Cryptown, qui se définit elle-même comme la néobourse des startups et des PME. Vous êtes membre du bureau de France FinTech et vous êtes également membre de l'Association pour le développement des actifs numériques qui a récemment annoncé la création de son comité tokenisation que vous présidez. Monsieur Cyril Chamfort, pour finir le tour de table, vous êtes doctorant et donc chercheur. Vous effectuez actuellement une thèse CIFRE qui vous permet d'avoir un pied en entreprise et en l'occurrence au sein de la start-up Shine. Vous êtes vous aussi membre du laboratoire GAT et votre sujet de thèse porte sur la rentabilité des néobanques et autres start-up du domaine financier. Alors, comme je vous le disais, notre table ronde d'aujourd'hui s'inscrit dans le thème de cette 16e édition, surmonter nos fragilités. Alors, je vais commencer très simplement en vous posant une petite question à laquelle vous allez donc répondre tour à tour si vous le voulez bien. Et ma question sera celle-ci. Qu'est-ce que le sujet d'aujourd'hui vous a évoqué, vous évoque ou vous a évoqué à sa première lecture? Voilà, celui ou celle qui veut commencer, vous avez la parole. Merci Laura, est-ce qu'on m'entend dans la salle? Oui, c'est bon. Alors, lorsque j'ai entendu parler de ce sujet de tokenisation et de gouvernance, ce qui m'est immédiatement venu à l'esprit, c'est la naissance de ces technologies, puisqu'ils ont des fondements philosophiques très forts et qui sont ancrés dans le code, notamment dans le code des créateurs de Bitcoin. Et donc la personne, ou vraisemblablement le groupe de personnes à la base de ce nouvel écosystème, ont travaillé sur une forme de gouvernance qui est radicalement différente, puisqu'elle est horizontale et décentralisée, et des axiomes qui sont présents dans la technologie blockchain elle-même. En tant qu'économiste de formation, je vais m'appuyer sur une définition assez classique de la gouvernance, donc de Commons, qui définissait bien avant la blockchain, donc en 1932, la gouvernance comme une manière de coordonner différents agents afin de maximiser les gains mutuels, simplement. Et c'est vraiment là qu'on retrouve la technologie blockchain en rassemblant des agents afin d'avoir des objectifs communs, tels qu'ils soient très différents. Et donc, lorsque je parle avec des personnes sur la blockchain, souvent ils expriment une certaine perplexité à son égard et ils l'aperçoivent comme un mécanisme plutôt virtuel et sans réel ancrage ou sans réelle utilité. Et donc, je leur réponds qu'au contraire, et surtout avec le sujet d'aujourd'hui, qui est la tokenisation, on a justement quelque chose qui est basé, qui est tout sauf basé ex nihilo. On a vraiment quelque chose de réel, puisque la tokenisation, et ça c'est mon approche, peut-être que
mes collègues pourront ajouter autre chose, c'est vraiment la représentation digitale d'un actif ou d'un droit qui ont une existence réelle. Et pour vous convaincre, je vais prendre un exemple qui va parler à tous, notamment en termes de gouvernance, c'est le vote. Lorsqu'on évoque la gouvernance, le vote, c'est le mécanisme qui vient le plus en tête. Et donc, il y a eu de nombreuses expérimentations ces dernières années sur la gouvernance et le vote via un processus de tokenisation et via la blockchain. Moi, je vais m'appuyer sur l'exemple de 2018 en Virginie occidentale, qui a permis à 140 militaires qui étaient en mission à l'étranger de voter via une blockchain. Puisque eux, à la base, si vous n'avez pas la blockchain, vous devez soit envoyer votre vote, sachant qu'ils étaient très loin à l'étranger, il pouvait y avoir des problèmes de perte de bulletin, soit donner son vote, faire procuration, ce qu'on appelle, mais cela, évidemment, posait des problèmes de confiance, parce qu'il faut être bien sûr à qui on donne son vote. Et donc, ces militaires ont juste eu à télécharger une application, ils ont rentré leur pièce d'identité pour valider leur droit de vote, et ensuite, cela leur a permis de voter via une identification biométrique. Ils ont pu enregistrer leur vote. La blockchain a sécurisé et anonymisé ce vote. Et ensuite, leur bulletin a été imprimé et mis dans l'urne. Donc voilà, lorsque vous me parlez de gouvernance et de blockchain, voilà un exemple très précis et très pratique de ce qui peut se faire et de ce qui s'est fait déjà. Et pour le coup, on parle ici de gouvernance politique, Exactement. mais on verra que ce soir, on va parler de différentes gouvernances. Exactement. Et des différents aspects de la gouvernance. Peut-être Magali pour poursuivre. Alors pour reprendre votre propos, donc effectivement, moi, la thématique, comment je l'ai interprétée, comment je l'ai comprise, donc c'est du point de vue de la théorie économique, bien évidemment, puisque, comme vous l'avez dit, je suis économiste. Et plus précisément par rapport à ce que peut proposer aujourd'hui l'économie des contrats sur ces thématiques-là. Et donc moi, je me suis posé la question suivante, en quoi la tokenisation et l'émergence des smart contracts, terme qu'on sera peut-être amené à définir par la suite, permet en fait de renouveler l'approche contractuelle de la coordination. Et en particulier de la coordination entre entreprises, par exemple, sur un marché, mais éventuellement aussi coordination à l'intérieur d'une entité telle que l'entreprise. Donc ça, c'est la première chose. Le concept de contrat, c'est un concept qui est très, très récent dans l'analyse économique. Hein. Il apparaît à peu près dans les années 70. Et donc la question qu'on est en train de se poser, c'est de savoir finalement, est-ce que le smart contract est de nature à dépasser certaines limites de l'approche contractuelle que l'on trouve aujourd'hui dans la littérature. Si on peut commencer par une première définition du smart contract, on sera peut-être amené à la préciser par la suite. Hein. On peut dire que le smart contract, c'est un programme informatique enregistré sur un registre distribué de type blockchain, bien évidemment, et qui peut faire office de contrat entre des participants, entre des parties prenantes. Et donc, en fait, la question qui est posée pour le théoricien en économie, c'est la question de savoir, finalement, est-ce que ce smart contract peut être considéré comme un mode de coordination en tant que tel ? Est-ce que, finalement, il est de nature à changer la pluralité des modes de coordination que la théorie économique jusqu'à présent nous donne à voir, essentiellement le marché par exemple et la firme, hein, si on s'en tient à ces deux modèles types de coordination. Est-ce que le smart contract apporte une nouvelle conception de la coordination à côté de ces deux modes reconnus? Et puis on peut aussi se poser la question de façon plus microéconomique encore, en se posant la question: est-ce que le smart contract peut être de nature à changer la coordination interne à l'intérieur d'une entreprise elle-même? Par exemple, est-il de nature à changer la coordination qui peut exister entre un actionnaire et un manager? Dans la mesure où le smart contract va changer l'accès à l'information, donc peut-être qu'il peut aussi être de nature à changer les rapports entre ce type de parties prenantes. Oui, et de ça relève également la question de la propriété, Bien du sûr. contrôle au sein des entreprises, qu'on aura l'occasion de discuter plus amplement, peut-être aussi avec Céline. Marc, je vous laisse intervenir. Merci. Alors de mon côté, je suis plus un homme de marché financier et de la tokenisation d'actifs. Donc moi, ce que ça m'a évoqué, c'est quand on tokenise un actif, et dans le cas d'une action cotée. Une action, c'est 3 droits, dont un droit de vote. Et en fait, en la tokenisant, on va faciliter sa mise en œuvre de son droit de vote. Et quand vous détenez des actions via votre banque, en fait, on appelle ça, vous les détenez en titre au porteur. Donc, le CSD, Central Security Deposit, qui est Euroclear, qui tient le registre de l'émetteur coté, bah, lui, il ne sait pas que vous êtes actionnaire. Il sait que votre banque a un client qui est actionnaire. Et quand il y a un vote qui doit être fait, bah, il va demander au teneur de compte conservateur qui est votre banque
merci de nous transmettre les votes de vos clients, qui va vous transmettre, et c'est un process assez chronophage, parfois manuel, parfois papier. Et avec de la tokenisation, on arrive à avoir directement, au niveau le plus bas, l'identification de l'actionnaire. Et le porteur du token, c'est la personne qui a le droit de vote, techniquement. Et donc, c'est binaire. Si vous avez le token, vous avez le droit de vote, vous pouvez voter très facilement. Si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas. Et donc, ça permet de faciliter tout. Ça permet de faciliter tous les flux. Et c'est ce qu'on appelle en bourse les opérations sur titre, ou en anglais corporate action, qui est tous les flux pour aller demander aux investisseurs, aux actionnaires finaux de voter et de transmettre les votes lors des AGO ou AGE des émetteurs. Et la tokenisation permet de fluidifier tout ça. Et c'est vraiment dans les chaînes titres, ces opérations sur titres, le seul endroit où il y a encore beaucoup de manuel qui est fait, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont assez différentes à chaque opération, et la tokenisation permet de faciliter la mise en œuvre de la gouvernance à ce niveau. Céline ? Oui, merci. Alors, moi, quand je regarde le titre, je me suis intéressée à 2 mots, principalement. Déjà, il y a le mot tokenisation, forcément. Et ce mot tokenisation, pour le juriste, il renvoie à qu'est-ce que l'on tokenise. Donc, la qualification juridique des tokens, qu'on aura l'occasion d'aborder, au travers du prisme, notamment en France, du Code monétaire et financier et de la régulation européenne. De là, on voit également on peut aborder le mot de smart contract. Alors, moi, quand on parle de contrat, j'ai une définition juridique qui ne date pas des années 60, mais qui date de 1804, puisque la définition du contrat dans le Code civil, elle date de 1804, c'est un accord de volonté. Donc voilà, et on verra si on peut qualifier un smart contract de contrat au sens juridique du terme. Je vous le dis tout de suite, je pense que non. Mais on aura l'occasion de revenir dessus. Et après, on peut regarder également le terme fragilité. Et le mot-clé, en tout cas pour le juriste, sur ces notions de tokenisation, d'actifs numériques, de crypto, c'est effectivement une défiance, non pas une fragilité, mais une défiance en fait des natifs en fait de la blockchain par rapport aux institutions régaliennes et notamment par rapport en fait à la réglementation et entre le concept de base de désintermédiation, dérégulation et désinstitutionnalisation. En fait, aujourd'hui, c'est pas le cas et des textes existent et on aura l'occasion de faire le point là-dessus. Très bien. Eh bien, merci pour cette introduction. Alors, pour être certain qu'on est tous sur le même niveau de compréhension, je pense qu'il est important que nous revenions avec le public sur les définitions des notions que nous allons aborder ce soir. Alors, on a déjà parlé de blockchain. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même un terme qui fait état de beaucoup de littérature, mais on va aussi parler de cryptoactifs ce soir, et en leur sein de crypto-monnaies et donc de jetons ou tokens en anglais. Cyril, est-ce que vous pouvez peut-être, dans un premier temps, revenir avec nous sur ces définitions et peut-être expliquer aussi en quoi est-ce qu'on les différencie quant à leur processus de création, par exemple? Ouais. Alors, quand on parle déjà de crypto-monnaies, crypto-actifs, ce sont tous des jetons qui dérivent de la blockchain. Et ensuite, en tant qu'économiste, il y a beaucoup de débats depuis déjà une dizaine d'années sur l'utilisation de ces termes, puisque certains utilisent cryptoactifs, d'autres crypto-monnaies, pour désigner exactement les mêmes jetons en soi. Donc, moi, je vais vous faire une double réponse qui est plus d'économiste, et je pense que mes collègues à côté auront un avis différent. Mais d'abord, pour les institutions, comme la Banque Centrale Européenne ou la Banque de France, il n'y a pas lieu d'appeler des jetons type Bitcoin ou Ethereum crypto-monnaie, puisque selon le Code monétaire et financier, la monnaie de la France, c'est l'euro. Et donc, il n'y a pas d'autres objets qui peuvent être qualifiés de monnaie à part l'euro. Donc ça, c'est la réponse plutôt institutionnelle, rapide, il n'y a rien à voir. En plus, moi, je vais plus faire une réponse d'économiste. Donc, en tant qu'économiste, la monnaie, c'est un objet très particulier, qui a de nombreuses définitions. On en retient souvent une, c'est l'approche fonctionnaliste de la monnaie. C'est-à-dire que pour être qualifié de monnaie, un objet doit avoir 3 qualités. Elle doit avoir la qualité d'unité de compte, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir mesurer la valeur de tous les biens et les services de l'économie avec cet objet-là.
Elle doit pouvoir évidemment servir d'intermédiaire des échanges, c'est-à-dire que ça doit être un moyen universellement accepté de paiement. Et enfin, une monnaie, elle doit pouvoir servir de réserve de valeur, c'est-à-dire que je dois pouvoir conserver ma richesse dans le temps. Et donc, si on regarde ces 3 caractéristiques-là, les jetons, les premiers jetons qui ont été qualifiés de crypto-monnaies ne remplissent pas, selon moi en tout cas, ces qualités-là, puisque le prix du Bitcoin par exemple, fluctue énormément, et donc si vous voulez acheter votre pain avec, ça va être très compliqué, puisqu'il va falloir changer tous les jours les prix des biens et services dans l'économie. Mais il y a peut-être un jeton, il y a sans doute même un jeton, et on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard, qui est censé avoir le terme crypto-monnaie, en tout cas dont le terme crypto-monnaie est approprié, ça serait l'euro numérique, c'est-à-dire la tokenisation, dans la version tokenisée des euros que nous avons toutes et tous dans nos poches, puisque ça serait 1 euro mis sur la blockchain par la Banque Centrale Européenne. Et donc là, comme c'est l'institution qui va donner cette qualité de monnaie à ces types de jetons-là. Très bien. Marc, peut-être pour compléter sur les tokens, quelles sont aujourd'hui les grandes familles de tokens qu'on retrouve dans l'environnement blockchain? On sait que certains tokens créent des valeurs nouvelles et d'autres, au contraire, numérisent des actifs existants, comme le disait Cyril. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur ces grandes familles de tokens qu'on rencontre dans cet environnement blockchain? Alors, la tokenisation d'actifs, c'est quelque chose qui est en plein essor, et il faut garder en tête qu'on n'a pas encore tout vu, mais dans l'idée, on peut tout tokeniser. Puisque tokeniser, ça va être représenter de manière numérique la propriété d'un actif réel qui soit physique ou digital. Et donc, il y a eu des cas, HSBC, il y a 10 jours, a tokenisé des réserves d'or au UK pour faciliter les échanges d'or et qui n'est pas mouvementer les lingots d'or et avoir quelque chose de peut-être plus fluide que notamment les contrats à terme ou d'autres choses qui étaient utilisées jusqu'alors. Donc, ça apporte de l'efficience au transfert. On peut tokeniser les instruments financiers. Donc nous, c'est ce qu'on est en train de faire, notamment avec Krypton, mais c'est de se dire, une action, c'est déjà digital, mais en la tokenisant, on va améliorer le fonctionnement des infrastructures de marché sous-jacentes et donc faciliter, comme je t'ai dit, à la fois la gouvernance, mais à la fois son transfert. On peut tokeniser l'immobilier, qui est peut-être le sujet qui prend le plus en France en ce moment, en se disant, pour investir dans l'immobilier, il y a pas mal de méthodes qui existent. Il y a en direct, il y a via le crowdfunding IMO, donc souvent via des obligations qui sont des instruments financiers de la dette. Il y a via les SCPI, il y a les foncières cotées. Mais finalement, pour acheter de manière fractionnée et digitaliser une partie d'un immeuble et pouvoir le revendre rapidement, ça n'existe pas. Et la tokenisation de l'immobilier a pour ambition de se dire, je peux acheter, je sais pas, il y a un immeuble dans Saint-Étienne qui est tokenisé, je peux acheter 1 millième, je l'achète sur une plateforme, je le revends le lendemain. Si je le garde un mois, je touche aux proportions de mon loyer. Et on voit que ça a un intérêt, ça n'existe pas. Donc la tokenisation de l'immobilier, c'est ça. Moi, j'en ai un peu parlé, il y a la tokenisation donc, des commodities, donc des matières premières, dont l'or. Et après, c'est assez vaste, comme je t'ai dit, on peut vraiment tout tokeniser. Nous, on parle de tokenisation d'œuvres d'art. Donc pareil, avec une logique assez similaire à ce qu'on peut voir pour l'immobilier, mais à chaque fois, même si la finalité pour un investisseur est assez identique, le cadre réglementaire sous-jacent est souvent très différent et les infrastructures qui vont être utilisées sont assez différentes. Et après, il y a la tokenisation de la monnaie. Donc tu en as un peu parlé, mais il y a pas mal de manières de voir la tokenisation de la monnaie. Vous avez ce qu'on appelle les stablecoins qui sont utilisés dans l'univers crypto pour régler les frais des transactions en crypto. Donc c'est là des actifs numériques, pour ne pas utiliser ni crypto-monnaie ni crypto-actifs, qui est un peu la définition du CMF, du Code monétaire et financier, qui sont stables vis-à-vis d'une monnaie sous-jacente. Bon, les plus utilisés, c'est stable vis-à-vis du dollar. Vous avez un règlement européen qui arrive et qui va définir, donc qui s'appelle MiCA Market in Crypto Asset, qui va définir les stablecoins et permettre d'en émettre en euros de manière régulée
en France. On appelle ça les Electronic Money Tokens, ou enfin, ça va être surtout ça. Et l'autre manière de tokeniser de la monnaie, ça va être via les 2 projets de la BCE, donc le Digital Euro dont tu as parlé, qui est la tokenisation, la digitalisation de la monnaie fiduciaire, donc des billets. L'idée, c'est de se dire, on est en 2023, bientôt 2024, on utilise toujours des billets, peut-être moins en France qu'ailleurs, je sais qu'en Autriche, ils utilisent plus ça, et c'est peut-être un intérêt de se dire, ayant toujours ce fonctionnement de billets, qui est anonyme, qui est non traçable, qui est simple, mais de manière digitalisée. Donc ça, c'est le projet de la BCE, et il y a un projet de règlement actuellement en discussion au niveau de la Commission européenne, avec des amendements qui sont même tombés ce matin, donc c'est en plein débat, pour avoir cet euro digital. Et l'autre, et donc juste pour préciser, l'euro digital sera ce qu'on appelle un euro banque centrale. Ça veut dire, au même titre que les billets, c'est la monnaie qui est directement dans les livres de la Banque Centrale Européenne. Donc vous n'avez pas un risque de crédit de votre banque entre. L'autre manière de digitaliser des euros, c'est ce qu'on appelle le Wholesale CBDC. Donc CBDC, c'est Central Bank Digital Currency. C'est un autre projet de la BCE en parallèle qui a pour but d'avoir un euro sur blockchain, sur DLT, enfin Distributed Ledger Technology, pour faciliter le règlement de livraison des instruments financiers cotés et également l'interchange entre banques centrales sur des monnaies différentes. Donc faciliter les flux internationaux. Voilà. Très bien. Alors, pour enchaîner un petit peu sur ce que tu dis, Marc, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de ce que ça peut représenter à l'échelle financière, hein, déjà dans un premier temps, pour que le public comprenne aussi ce dont on parle ce soir. Il y a plusieurs utilités des tokens dans l'environnement blockchain. Et aujourd'hui, on parle notamment des utilités liées à des nouvelles méthodes de levée de fonds pour les entreprises, mais aussi d'une multitude d'opérations financières qui sont désormais accessibles donc dans un nouveau monde financier finalement, donc qui est appelé la finance décentralisée et qui prend, il est vrai, des proportions quand même assez énormes. Hein. On parle de plusieurs dizaines de milliards d'euros échangés par jour. Est-ce que, alors voilà, au choix, celui qui voudra intervenir, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet environnement finance décentralisée et peut-être nous dire aussi quels sont les avantages que peuvent en tirer les utilisateurs par rapport au monde financier et de l'investissement connu de tous. Et finalement, est-ce que ce nouveau monde n'est pas de nature à remettre en cause notre système bancaire et financier actuel? C'est une question assez compliquée. Peut-être juste deux mots, parce que dans la même question, il y a 2 sujets, il y a les levées de fonds et la DeFi. Alors, c'est 2 notions qui, d'un point de vue juridique, ne se traitent pas exactement ensemble. Juste un petit mot peut-être d'abord sur les levées de fonds, et puis après, on attaquera la DeFi. Les levées de fonds, essentiellement, aujourd'hui, en utilisant les actifs numériques, encore une fois, pour reprendre le terme du Code monétaire et financier, on parle d'actifs numériques et pas de crypto-actifs ou de crypto-monnaies. Il y a ce qu'on appelle les ICO et les STO. Donc les ICO, ce sont ce qu'on appelle des Initial Coin Offering. C'est réglementé, d'accord ? C'est réglementé depuis la loi Pacte de 2019, avec un visa optionnel de l'autorité des marchés financiers qui, s'il est obtenu, permet en fait à ces leveurs de fonds, à ces porteurs de projets, de pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux et de faire du coup la promotion de leur levée de fonds. C'est des contraintes qui sont assez lourdes puisque ça fait appel à des vérifications de l'identité effectivement des souscripteurs, ce qu'on appelle les KYC, KYB. Il y a des politiques, alors il y a beaucoup d'acronymes hein, quand on parle de blockchain, donc on les définit tous au moins une fois. d'AML, donc anti-money laundering, donc c'est anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Voilà, aujourd'hui il y a très peu de porteurs de projets qui ont obtenu ce visa. C'est assez chronophage hein, quand même, il faut bien le dire. C'est l'AMF qui délivre les visas. Le règlement européen MiCA qu'on vient de citer reprend en fait également cet encadrement juridique. Ça, c'est de la levée de fonds version ICO et on ne peut émettre comme token que ce que l'on appelle des utility tokens. Donc c'est important de faire la différence utility security. Je laisserai Marc parler des security bien sûr, mais sur les utility, il faut comprendre que
les tokens qui seront émis ne peuvent être déployés que dans un écosystème bien précis. Ils ont une vocation utilitaire. Donc, j'achète des tokens, je participe à la levée de fonds et je récupère des tokens qui sont utilitaires. Donc, je vais donner un exemple assez simple. Je veux développer une plateforme de jeux vidéo, d'accord ? J'ai besoin de financement, je vais faire une ICO, je vais proposer à l'achat mes utility tokens. Si je lève assez d'argent, je vais donc avoir assez d'argent pour déployer ma plateforme de jeux vidéo et les petits tokens que j'aurai dans mon porte-monnaie électronique, je vais pouvoir les dépenser sur la plateforme de jeux vidéo. On reste un petit peu en vase clos, d'accord ? Et ça, c'est en gros une possibilité. L'autre possibilité, c'est les security tokens, les STO, Security Token Offering. Là, c'est différent. Marc l'expliquera parce que c'est spécialiste et c'est le cœur de son activité depuis quelques mois sur des projets où effectivement, on est cette fois-ci dans une tokenisation de produits financiers. Et ce sont des titres financiers réglementés. Exactement, avec une régulation européenne qui a été adoptée, qui a vu le jour et qui a été définitivement qui est entrée en vigueur en mars dernier. Et là, on est beaucoup plus sur une levée de fonds structurée, organisée. On n'est plus là, entre guillemets, pour participer, une sorte de renouveau du crowdfunding. On est vraiment dans une vision très financière. Donc, je pense que tu veux dire deux mots du régime pilote ? Si, avec plaisir. Le règlement européen pilote régime, comme tu l'as dit, a été voté en avril 2022 et effectif depuis mars 2023. C'est le premier pilote en droit financier européen depuis la création de l'Union européenne. C'est assez original de faire un pilote. Pour la petite historique, au début, il n'y avait pas une vraie volonté d'avoir un pilote, une sandbox. Et c'était plus une volonté de nos amis du Royaume-Uni. Et quand ils sont partis, ils ont voulu en créer une directement. Et on s'est dit, bon, on va peut-être le faire. Et c'est pour ça que c'est sorti. J'ai eu la chance de piloter le groupe de travail de Paris Europlace sur le sujet, sur les infrastructures de marché unifiées, donc dans le cadre de la réponse française à ce règlement européen et notamment son adaptation en droit français. Et la puissance de ce pilote, c'est qu'il change la manière de fonctionner des infrastructures de marché. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça serait trop court, on va dire, pour pouvoir tout dire, mais une infrastructure de marché, il y a beaucoup d'intermédiaires. Vous avez les plus connus qui sont Euronext. Vous avez peut-être entendu parler des chambres de compensation, du réseau SWIFT, du CSD, donc Euroclear. Bon, il y a d'autres intermédiaires. Et le régime pilote crée un nouveau statut qui permet de cumuler les rôles et donc d'avoir des infrastructures de marché dites unifiées où la bourse va aussi pouvoir jouer le rôle de Central Security Deposit, ce qui a été alors impossible. Et en faisant ça, en fait, on pourrait passer de 7 intermédiaires à 2. Et nous, on est candidat à ce nouveau statut parce qu'on pense que ça peut repenser toutes les infrastructures de marché européennes, voire mondiales. Et donc ça, c'est notre vision du pilote régime. Et juste un mot, et après passer la parole, sur la DeFi. Donc la DeFi, on en a un peu parlé. Et la DeFi, c'est... La finance décentralisée, du coup, voilà. Pour remettre sur les acronymes, donc DeFi, finance décentralisée. La finance décentralisée. En fait, c'est l'inverse de ce que je viens de dire. Donc ce que je viens de dire, c'est des infrastructures de marché régulées. La finance décentralisée, c'est de se dire, on peut opérer une finance, bon, ça existe surtout sur les actifs numériques, donc sur les cryptos, où on peut échanger entre nous sans intermédiaire, mais sans se connaître. Donc ça, c'est un concept qui n'existe pas dans la finance traditionnelle. Quand vous passez un ordre en bourse, comme je t'ai dit, ça passe par des intermédiaires et l'ordre est inscrit sur Euronext et c'est eux qui vont vous dire, bon, vous avez été matchés ensemble et on va commencer le règlement de livraison. La finance décentralisée, c'est une sorte de... c'est un programme informatique où les gens vont pouvoir soit passer des ordres, soit il y a d'autres manières de faire, et l'exécution va se faire de manière automatisée selon les règles de ce programme, et le règlement de livraison aussi. Mais ce programme, il n'a pas d'entité juridique. Donc finalement, il n'y a personne. En fait, vous faites entre vous et une transaction avec quelqu'un d'autre sans personne au milieu, et donc les personnes qui créent ce genre de programme et les grosses plateformes de finances décentralisées estiment qu'elles n'ont pas à être régulées, comme elles ne sont pas intermédiaires, comme elles mettent juste à disposition un programme aux utilisateurs. Et ça change beaucoup de choses. Ça pose beaucoup de questions. On parle déjà de MiCA 2 avec ça. Il y a des consultations de l'AMF et de la CPR qui sont sorties sur la finance décentralisée.
Et c'est un changement de paradigme assez fort sur comment on peut protéger les investisseurs quand finalement, il n'y a personne à réguler entre eux, mais qu'ils ont un fonctionnement proche des marchés financiers. Donc voilà, c'est très intéressant. Avec une multitude d'opérations financières finalement qui sont possibles, accessibles aussi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, parce que c'est aussi ça la différence, et avec une instantanéité finalement aussi des échanges qui n'est pas possible. Alors c'est possible sur les infrastructures de marché. Là on a T+2, donc c'est le règlement de livraison sur les actions côté européenne, c'est J+2, mais on peut faire du T0 notamment avec ce pilote régime, mais c'est vrai qu'il y aura toujours des intermédiaires et la finance. Et quand il y a des intermédiaires, les régulateurs sont contents parce qu'ils savent qui réguler. Quand il n'y a pas d'intermédiaire, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'on va réguler le code du programme informatique qui va être mis entre les deux? Je ne sais pas, c'est un peu les discussions qu'il y a. Alors, ça nous amène à parler de smart contracts et donc des contrats intelligents. Alors, je m'adresse à Magali puisque c'est votre sujet. Quel est le rôle des smart contracts dans cet environnement blockchain, donc sans intermédiaire finalement? Alors, je fais un petit retour en arrière quand même, parce qu'effectivement, déjà peut-être revenir sur comment la théorie économique et l'économie se définit un contrat, pour effectivement essayer de positionner après en quoi le smart contract peut amener une vision un petit peu différente. Donc effectivement, le contrat pour l'économiste est une définition assez simple. Hein. Donc c'est simplement un dispositif bilatéral de coordination entre des agents. Et ce qui caractérise la théorie économique, c'est qu'elle mentionne le fait que ces accords bilatéraux se passent dans un environnement un peu particulier, un environnement caractérisé par beaucoup d'incertitudes, c'est-à-dire qu'on contractualise en ne sachant pas de quoi l'avenir est fait. On contractualise entre des agents qui n'ont pas accès à la même information. Et donc, c'est ce qu'on appelle de l'asymétrie d'information entre les agents. Alors, l'asymétrie, elle peut prendre différentes formes. L'asymétrie, c'est à la fois une asymétrie sur le fait qu'on ne sait pas quelles sont les caractéristiques de l'agent avec lequel je vais contracter. Et puis une asymétrie aussi sur le comportement futur de l'agent avec lequel je contracte. Donc ces éléments d'asymétrie d'information complexifient beaucoup l'analyse des contrats. Et donc la théorie économique, depuis un certain nombre d'années, s'intéresse à la façon dont le contrat, différentes formes de contrats, peuvent essayer de contourner ces problématiques d'asymétrie d'information, d'incertitude, etc. Voilà, donc ça, c'est ce que fait la théorie économique. Elle a proposé différents types de contrats pour permettre de régler ces questions-là. Et donc la théorie économique, quand elle a commencé à regarder le smart contract, elle s'est posé la question de savoir si finalement le smart contract n'était pas de nature à effectivement apporter un certain nombre de réponses à ces problématiques-là. Alors peut-être rappeler quel est le rôle justement du contrat intelligent, du smart contract dans ces environnements-là. Donc déjà, première chose pour faire le lien aussi avec ce que l'on dit depuis tout à l'heure, c'est que déjà un token est émis par effectivement l'exécution d'un smart contract. Donc un smart contract, c'est effectivement quelque chose d'assez mécanique, hein, c'est un mode de fonctionnement qui est assez mécanique, hein, c'est un programme informatique, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que c'est un programme informatique enregistré sur un registre distribué, donc une blockchain par exemple, hein, et qui fait donc office de contrat entre des contractants. Donc en tant que programme informatique, un smart contract est assez rudimentaire, on pourrait dire. Hein, finalement, c'est un contrat qui est irrévocable et exécute des instructions prédéfinies de type si tel événement, alors telle décision. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez automatisable. Et donc dans ces conditions-là, on peut se poser la question, est-ce que ce mécanisme est de nature à changer la relation contractuelle entre des agents de par une exécution qui est effectivement une exécution distribuée, une exécution qui est fiable et vérifiable. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, on peut se poser la question, est-ce que certaines clauses de contrat ne peuvent pas être mises sous forme de smart contract et donc favoriser, dans certains cas, l'accès à l'information? Donc, la question qui est posée ici, c'est est-ce que le smart contract pourrait être de nature à limiter les asymétries d'information qui, encore une fois, sont vraiment problématiques dans la contractualisation du point de vue de la théorie économique? Alors là, du coup, on parle de gouvernance à l'échelle microéconomique, finalement. Hein. On parle aussi de contrôle aussi. Alors, Céline, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous pensez, vous envisagez que les smart contracts puissent finalement constituer l'avenir du droit commercial? Alors, comme ça a été très bien dit, un smart contract n'a rien d'intelligent. D'accord ? On l'a dit, c'est très rudimentaire et contrairement à ce que le nom indique, donc ce n'est pas un contrat au sens juridique du terme, d'accord ? Puisque c'est un programme informatique et ce n'est pas très intelligent parce que ça ne prend pas notamment en compte l'aléa.
Et on le sait, il y a des contrats qui sont fondés sur l'aléa. Alors d'un point de vue commercial, on peut en citer quelques-uns. Nous, on connaît le contrat de vente, un contrat de bail, etc. Mais des contrats aléatoires, et notamment le contrat d'assurance. Et par définition, le contrat d'assurance se fonde sur l'aléa. On est tous assurés pour notre voiture, et peut-être si malheureusement on n'a pas de chance, on peut avoir un accident de voiture. Eh bien, le smart contract ne peut pas résoudre en fait ce type de on va dire de problématique, ou alors le résoudrait trop bien. Je m'explique, on a eu notamment un assureur, AXA, qui avait notamment prévu une assurance en cas de vol retardé. Ça marchait trop bien. Pourquoi ? Parce qu'il suffisait que le vol soit retardé pour obtenir une indemnisation. On peut légitimement penser que la SNCF pourrait très simplement mettre en place ce type de contrat. Sauf qu'économiquement, ça ne fonctionnerait pas. C'est-à-dire que là où potentiellement le juriste pourrait y trouver un intérêt, notamment ce type de contrat, si le train est retardé, je suis indemnisé, économiquement, ça pose un vrai problème. Pourquoi ? Parce que bien, c'est trop simple. Et on sait tous que malheureusement, en matière d'assurance, avant d'obtenir une indemnisation, on doit envoyer une dizaine de contrats. Donc là, j'ai envie de dire, en droit commercial, d'un point de vue commercial, là où on y trouverait un intérêt, j'ai bien peur qu'économiquement, on y trouve très vite un désintérêt. C'est tout l'enjeu de ce type de discussion. Après, on peut également envisager des choses de manière assez basique. Par exemple, c'est le cas, et notamment certaines legal tech s'intéressent à ce type de sujet. Je prends par exemple l'exemple de nous, profession libérale. On crée en fait une convention d'honoraires, donc on est d'accord sur la chose et sur le prix, et on prévoit une distribution des honoraires en fonction de l'avancée du dossier. Là, pourquoi pas l'intégration d'un smart contract pourrait être utile, dans le sens où une fois qu'on est bien ordonnancé sur ce que chaque partie attend, eh bien, imaginez, je déclenche l'envoi de l'assignation en fait entre les mains de mon huissier, eh bien, je récupère 10% de mes honoraires. Je déclenche, en fait, enfin, j'assiste à la première audience, je déclenche le paiement d'un autre honoraire. Et puis, finalement, j'obtiens la décision et je déclenche l'intervention de mon honoraire final. Là, on pourrait également trouver du sens. Même chose sur les contrats, par exemple, de vente en l'état futur d'achèvement, avec le déclenchement de prêts en fonction de l'avancée des tranches. Donc, en fait, si vous voulez, le smart contract, encore une fois, ça reste du programme informatique. Ça doit être adossé à un accord juridique et à des termes bien précis que l'on ne peut pas retrouver dans un smart contract, mais que l'on retrouve sur un document annexe qui est le contrat au sens juridique du terme. Par contre, sur le déploiement et la mise en paiement, là, ça peut trouver en fait un certain intérêt. Comme un outil de contrôle, finalement, un outil de contrôle juridique aussi, peut-être. Alors, oui, je ne sais pas si on peut... C'est une preuve ça peut être une preuve de paiement, puisque le déclenchement automatique en fait est horodaté dans la blockchain, donc il y a une preuve de paiement. Mais c'est surtout que les parties doivent être parfaitement d'accord sur entre guillemets sur la chose et sur le prix. C'est la définition du contrat au sens juridique du terme. Et on sait bien que ces contrats-là sont très... Tout contrat peut être nécessairement remis en cause. Vous achetez un bien, il y a un défaut, vous retournez en fait chez le vendeur pour constater le défaut et opérer un changement. Donc vous voyez, tout ça, la blockchain ne peut pas... Alors, de manière sommaire, encore une fois, on est sur des définitions sommaires, mais la technologie blockchain et les smart contracts ne peut pas intégrer ce type de choses, ou alors on est sur des contrats qui sont plus des smart contracts au sens rudimentaire, qui sont des protocoles beaucoup plus élaborés, où on peut mettre en place en fait des mécanismes de gouvernance, et on va y venir, avec des tiers, avec des oracles, avec des systèmes en fait où finalement le 100% des intermédiations n'existe pas, parce qu'il faut à un moment remettre une institution, un contrôleur et une personne à même de ramener ce smart contract complètement rudimentaire et mécanique à la réalité des acteurs juridiques et économiques. Magali, peut-être aussi pour compléter justement sur les enjeux de gouvernance qui sont soulevés par cet outil, ce programme informatique. Alors, en termes de gouvernance, donc, Céline l'a effectivement évoqué, c'est vrai que c'est essentiellement la possibilité de simplifier certains mécanismes de gouvernance, mais qui restent effectivement des mécanismes de gouvernance assez stéréotypés. Si on reprend l'exemple du contrat, effectivement, certaines clauses effectivement, peuvent être mises sous forme de smart contract, donc automatisables. Donc il y a des parties de la gouvernance qui peuvent être effectivement mises sous forme de smart contract,
après, charge aux contractants de focaliser leur attention sur des dimensions plus complexes du contrat, comme par exemple effectivement les éléments de contrat qui nécessitent une adaptation à un aléa, à une incertitude, etc., ou à une rationalité limitée. Donc effectivement, on est bien d'accord que ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la coordination à venir, mais par contre, ça ouvre des perspectives effectivement pour se dire que certaines clauses de contrat qui sont effectivement simples et répétitives, routinières, on pourrait envisager une mise sous forme de smart contract qui laisserait la possibilité de focaliser l'activité de gouvernance sur des éléments plus pertinents et plus déterminants. Avec cette non-nécessité, du coup, de devoir interpréter les termes qui ont été prédéfinis. Et l'impossibilité également d'en changer les termes, finalement. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. À partir du moment où le smart contract, c'est si, alors, le si, effectivement, va lister un certain nombre d'événements possibles et le alors, pareil. Donc, effectivement, à partir du moment où il y a de l'aléa, le mécanisme binaire du programme informatique ne fonctionne pas, ou moins bien. Oui, et puis il faut ajouter qu'en cas d'inexécution du contrat ou en cas de problématique liée à l'interprétation des clauses, on est ensuite soumis alors, à deux types on va dire de possibilités. Soit effectivement il y a une discussion qui se met en place entre les opérateurs et donc les parties prenantes au contrat, on va dire à l'amiable, soit on va vers le contentieux. Et là on rentre dans un autre monde, d'accord, qui est le monde du contentieux judiciaire, avec effectivement une double contrainte qui est effectivement déjà la lecture sommaire de la relation entre les parties et le fait pour le juge bien, de devoir comprendre les faits qui lui sont soumis, et vous ajoutez à ça une difficulté complémentaire qui est la gestion en plus du juge face à un smart contract, c'est-à-dire qu'on le fait rentrer dans la technologie et on va devoir en fait lui expliquer également ce qui est en train de se passer. Et là, je vous laisse imaginer toute la difficulté que cela va engendrer. Donc effectivement, sur des modes opératoires de relations contractuelles, ça peut avoir un intérêt et il faut, je pense, pour démocratiser, ne pas hésiter à en parler et à faire des tests. Et on doit tous, si on s'intéresse à ces sujets, être les premiers participants à ces phases de tests. Mais il faut également anticiper les éventuelles problématiques, comme dans toute gestion d'un contrat. Aujourd'hui, ça nous est tous arrivé d'avoir une problématique d'interprétation d'une clause, d'avoir une inexécution contractuelle et de se retrouver parfois devant un magistrat. Et vous imaginez si derrière le contrat pseudo-papier, on va dire en tout cas, qu'on adosse en fait une technologie, il faut que tout le monde, en fait tous les acteurs comprennent de quoi on est en train de parler. C'est un enjeu majeur aujourd'hui. Merci Céline. Alors, je vais peut-être rester pour l'instant à l'échelle microéconomique et vous demander alors à Marc et peut-être aussi à Céline la façon dont finalement la tokenisation pose question vis-à-vis de la propriété, la notion de propriété et de contrôle. Alors, de propriété dans les entreprises, et puis on a aussi parlé des actifs immobiliers tout à l'heure, peut-être les questions relatives à la propriété de façon générale. Alors, je vais laisser Céline aller sur le côté juridique, mais la propriété, aujourd'hui, il y a des vraies questions sur comment on tokenise. Et selon la manière de tokeniser, le token emporte la propriété, ça c'est ce qu'on souhaite, mais en vrai, pas toujours la propriété du sous-jacent. Prenons, je sais pas, la tokenisation d'un SPV, donc c'est une société qui détient, on va dire, un immeuble. Bah, le token peut représenter l'action de cette société, mais l'immeuble, il ne va pas le représenter, il va le représenter indirectement. Vous allez être propriétaire de la société qui va être propriétaire de l'immeuble. Et ça, c'est une manière de voir la tokenisation. Pour avoir une tokenisation immobilière parfaite, il faudrait tokeniser le cadastre. Donc pour la petite histoire, en 2018-2019, moi j'étais déjà sur ces sujets et je faisais partie d'un groupe avec le gouvernement et des avocats et des notaires sur la tokenisation immobilière. On avait réfléchi à cela et on s'était dit que ça allait être assez compliqué et si ça devrait arriver, ça arriverait dans longtemps. Mais ça permettrait une vraie tokenisation de la propriété directement. Donc, le mieux, c'est de tokeniser la propriété directe et de dire si vous avez ce token, vous êtes propriétaire et peu importe la personne qui a ce token, c'est le propriétaire. J'ai pas besoin d'avoir de registre, j'ai pas besoin de checker de double écriture, etc. Et si par exemple moi j'ai un token, donc juste pour redire, un token c'est on va dire quelque chose que vous stockez digitalement et je vous l'envoie, et bien le fait de vous l'envoyer, juste techniquement, matérialise la cession de propriété. Et donc vous venez propriétaire, pas parce qu'on a signé un contrat de cession en parallèle, mais parce que je voulais techniquement envoyer. Et ça, c'est
le concept qui est derrière la tokenisation et qui permet plein de choses, parce que ça facilite tout, la réalité, c'est que c'est possible sur le pilote régime, sur des actions, c'est rendu possible, mais sur les autres typologies d'actifs, bon, ça reste pas toujours simple de se dire que le token emporte la propriété et qu'il ne faut pas un contrat en parallèle à être signé et que la personne qui détient le token est bien propriétaire. Et le sujet est différent pour plein de classes d'actifs. J'ai discuté cette semaine avec quelqu'un qui fait de la tokenisation de biens mobiliers. Et la propriété d'un bien mobilier, il m'a sorti la définition. La possession. Et donc, si vous avez un token qui représente le bien immobilier et que vous donnez le token, mais qu'il est toujours sur la première personne, bah, juridiquement, il est toujours propriétaire. La question s'est posée aussi pour les NFT vis-à-vis des œuvres d'art. On en a beaucoup parlé. C'est un peu la même chose. Voilà. C'est un peu la même chose. Donc, il y a des vrais sujets sur comment on fait en sorte de rattacher la propriété au token juridiquement pour faire en sorte qu'un transfert matérialise ce transfert de propriété. Oui, sur l'IMO, alors ça fait le buzz depuis quelques années, hein, la tokenisation immobilière. Il y a notamment certains projets, Realty, etc., qui ont un peu fait le buzz. Alors, il faut savoir aujourd'hui qu'en France, il n'y a pas de projet de tokenisation immobilière régulé et qui est vraiment vu le jour, d'accord ? Les quelques projets dont on entend souvent parler se sont réalisés aux États-Unis sur la forme de sociétés assez innovantes. Et il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une acquisition immobilière qui ne passe pas devant le notaire. C'est standardisé, c'est comme ça. Quand on souhaite être propriétaire, on va devant le notaire. Et aujourd'hui, comme l'a très bien dit Marc, même si techniquement, effectivement, la propriété est, on va dire, matérialisée à chaque mouvement entre les wallets, d'accord ? Le notaire ne suit pas ce mouvement-là. Donc, ce qu'on a vu apparaître en France, il y a eu effectivement l'acquisition d'un hôtel particulier. C'était il y a 3-4 ans, l'hôtel Anna, je crois, 3-4 ans. En fait, c'était un paiement en crypto, c'était un petit peu différent. Et aujourd'hui, les projets de tokenisation immobilière tels qu'ils voient le jour sont vraiment sous le joug du Code monétaire et financier et de la régulation européenne sur le sujet. Et ce que l'on voit, c'est non pas une tokenisation IMO au sens immobilier 100% pierre du terme, c'est effectivement des fractions de sociétés sous une forme très particulière que l'on pourrait effectivement émettre. Et ces tokens qui seraient émis pourraient représenter non pas une partie du bien immobilier, mais représenteraient en fait finalement comme sous-jacent des parts de sociétés qui elles-mêmes seraient détentrices du bien. On en est sur des schémas comme ça, avec des contraintes assez lourdes. Peut-être aussi des droits de créance sur les loyers, par exemple. Oui, alors après, on peut rajouter à ça les royalties. Alors ça, c'est un autre sujet. Non, mais parce que c'est encore un autre sujet, c'est qu'on rajouterait des royalties. Alors là, il y a des gros warnings qui s'allument s'il y a des régulateurs dans la salle, parce que alors l'AMF a sorti effectivement des warnings assez forts sur ces fameux royalties. Alors des royalties que l'on retrouve effectivement sur de la tokenisation IMO, des royalties que l'on retrouve sur des fameuses petites cartes, ces fameux fan tokens qui permettraient parfois de générer des royalties si les joueurs changeaient de catégorie. Si vous avez par exemple des fan tokens d'un club, je ne parlerai pas de foot, surtout pas pour des Lyonnais qui débarquent à Saint-Etienne, on va avoir des drames. Mais si vous prenez par exemple des clubs de rugby de seconde division qui passeraient en première division avec des joueurs, et ben dans ces cas-là, des projets visaient des royalties parce que la carte prendrait de la valeur, etc. Ça, c'est beaucoup de blabla financier, de communication, etc. Mais d'un point de vue juridique, en fait, c'est tout des voyants rouges en fait pour les régulateurs et pour nous juristes aussi c'est des voyants rouges. Aujourd'hui la tokenisation IMO au sens strict n'existe pas en France et les projets n'ont pas encore abouti. On espère qu'ils vont aboutir et effectivement le régime pilote va aider et accompagner en fait ces porteurs de projets parce que là ils vont avoir un cadre un peu plus souple qui vont justement peut-être leur permettre, s'ils sont sélectionnés et si le projet est sérieux, eh bien de se détacher des contraintes réglementaires. Mais encore une fois, aujourd'hui, à part aller devant le notaire pour devenir propriétaire d'un bien immobilier en France, il n'y a pas d'autre moyen. Très bien. Alors, ça me permet d'enchaîner sur une question que je vous destine, du coup, Céline. Il est vrai qu'on peut croire que tous ces produits, ces services ont été pensés en s'abstrayant des cadres juridiques existants, peut-être même parfois pensés pour s'y opposer.
d'une certaine façon. Alors, est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur la manière, finalement, dont le législateur français et peut-être aussi européen, pour sa compétence à lui, a tenté de se saisir dernièrement de ces mécanismes financiers, mais pas que, de ces nouveaux acteurs aussi, et des actifs numérisés dont on parle ce soir? Alors, pour faire simple, déjà, on peut saluer le travail qui a été fait en France sur ces sujets-là, parce qu'on a fait partie des premiers pays européens à mettre sur pied un socle réglementaire. Et on va y revenir, il y a deux strates, il y a la couche française et la couche européenne qui arrivent. Alors la couche française, elle est pas si nouvelle que ça, hein. Les premiers rapports, dont un Stéphanois d'ailleurs, Jean-Michel Miss, le rapport sur la blockchain, il y a eu 2 rapports, un rapport porté par Pierre Pierson et un rapport porté par Laure de la Rodière et Jean-Michel Miss, avaient mis sur pied en fait déjà des projets de loi assez structurés et structurants pour l'écosystème. Et même si les acteurs primaires de la techno-blockchain ne voulaient pas de régulation, en France, depuis la loi Pacte en 2019, on a un vrai cadre réglementaire. Alors, on peut le critiquer, on peut dire qu'il est parcellaire, on peut dire qu'il est trop strict, on peut dire qu'il est trop si, mais enfin, il a le mérite d'exister. Et on a effectivement un encadrement, je l'ai dit, des ICO avec le visa optionnel, et on a surtout l'encadrement des PSAN, les prestataires de services sur actifs numériques. Et on a obligé les prestataires de services, quand ils souhaitaient proposer 4 services, donc je simplifie, mais plateforme d'échange de crypto, achat-vente, actifs numériques, fiat, euro, monnaie en cours légal, pardon, échange crypto ou custody. Custody, c'est la conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques. On les a obligés, avant la mise sur le marché de leurs services, d'obtenir un enregistrement auprès de l'autorité des marchés financiers avec un visa de la CPR. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont 2 régulateurs, les PSAN, et Marc pourra parler de son activité sur Cryptorn, parce qu'il est Cryptorn et PSAN. Ils ont en fait un contrôle effectivement strict en amont de la proposition de service et ensuite tout au long de la durée de leur activité. Et ce sont des contraintes très lourdes qui se rapprochent des contraintes très clairement des institutions bancaires et financières. Donc ça, c'est déjà une première chose. La loi Pacte est venue encadrer cela. Cette loi Pacte, elle avance dans le temps au fur et à mesure que les acteurs se présentent en fait aux régulateurs, et on voit bien que les PSAN, que moi j'appelle les PSAN V1 de 2020 et les PSAN V2 d'aujourd'hui, n'ont clairement rien à voir. Et puis ensuite, on a maintenant MiCA qui arrive, donc on a déjà parlé de MiCA. MiCA, Règlement européen. Règlement européen est en train de se déployer. Alors, le gros avantage de MiCA, il faut être très clair, c'est qu'on va arrêter le forum shopping. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple de Cryptorn, Cryptorn est régulé PSAN en France. Si demain, il veut aller se déployer sur le marché belge ou sur le marché italien, il va devoir refaire exactement la même chose devant le régulateur local. Et ça, c'est une contrainte économique très forte pour ces acteurs-là. Demain, avec MiCA, ils auront un passeport européen. Alors, on n'a pas tout le détail encore des textes pour savoir comment on va obtenir ce passeport. Mais globalement, il faut se dire que demain, un acteur qui arrive sur le marché et qui veut faire une plateforme de change ou être conservateur d'actifs numériques pour le compte de tiers, il va avoir un régulateur et ensuite, il bénéficiera d'un passeport européen. Et ça, c'est très important. Et ça a fait évoluer aussi le PSAN en France, puisque à compter du 1er janvier 2024, le PSAN tel qu'on le connaissait va évoluer. On parlera de PSAN renforcé. Et ce PSAN renforcé va venir en fait finalement se calquer sur le PSAN de MiCA. Donc pour vous faire simple, il faut vous dire que la régulation, elle est allée très vite, qu'aujourd'hui d'une petite régulation française, d'une petite régulation italienne, d'une petite régulation maltaise, luxembourgeoise, etc., on arrive à un socle européen comme on le connaît dans la finance traditionnelle avec des acteurs, comme on parle des établissements de monnaie électronique, etc., qui sont déjà régulés au niveau européen. Et ça, c'est très important. Et même si c'est à ce jour parcellaire, ça montre une certaine confiance aussi. Et encore une fois, c'est à nous, tous ces acteurs-là, de travailler et d'expliquer aux gens qu'aujourd'hui, on peut aller acheter du Bitcoin de manière sereine auprès d'acteurs encadrés et régulés. Et il n'y a pas, contrairement à ce que l'on peut croire, que des grandes institutions qui sont aujourd'hui PSAN. On a tendance à parler notamment de l'agrément d'une filiale de la Société Générale, d'une filiale de la caisse
du Crédit Agricole, la Caisse des dépôts, etc., la Banque de Lubac. Mais il y a aussi des plus petits acteurs qui ont été d'ailleurs les premiers sur le marché, qui ont été les premiers à se confronter au cadre réglementaire. Et qui ont participé à faire évoluer le cadre, justement. Et qui participent tous les jours avec des contraintes très, très lourdes. Et ça, c'est important à souligner. L'encadrement n'est pas total aujourd'hui, mais l'encadrement est de plus en plus important. Et on a aujourd'hui des régulateurs aussi qui comprennent de mieux en mieux les projets. Parce qu'il y a 10 ans, quand on parlait, c'est à peine émergent, quand on allait devant l'AMF, etc., personne ne connaissait le mot DLT, DAO, PSAN, tous ces acronymes n'existaient pas. Et en 10 ans, une construction réglementaire s'est faite en France et aussi en Europe. Je ne sais pas si tu veux dire 2 mots de ton statut. Oui, parce que ça vous intéresse, Marc, donc voilà. On a un exemple concret parmi nous. Bon, après, tu as déjà dit, pratiquement tout dit, mais donc nous, on est enregistré en tant que PSAN depuis quelques années, je ne me souviens même plus, mais 2-3 ans. Et on fait le service d'exchange et de conservation et d'achat-vente d'actifs numériques contre euros. On est également agent d'émetteur de monnaie électronique pour opérer une partie euro commerciale sur la plateforme. Et du statut PSAN repose, comme tu l'as dit, des obligations, notamment l'application de la 5e directive anti-blanchiment d'argent, donc s'assurer que les gens qui viennent sur la plateforme le font pas pour soit blanchir de l'argent, soit financer du terrorisme. Donc de manière très opérationnelle, ça passe par ce qu'on appelle le KYC, donc Know Your Customer, et donc le fait que quand vous vous inscrivez sur la plateforme, vous allez devoir répondre à des questions, mettre votre pièce d'identité, notamment, qu'on va devoir vérifier. Et après, on va avoir un contrôle tous les jours, on va dire, sur les flux qui opèrent. Donc ça, c'est des règles qui s'imposent au PSAN. Et MiCA, donc le règlement dont on a parlé, va élargir ces règles en allant encore plus loin et en allant regarder aussi tout ce qui est conflit d'intérêts, manipulation de cours et des choses un peu plus profondes en inspirant d'une réglementation financière qui s'appelle MIF 2. Voilà. Très bien, merci. Alors, on va peut-être, parce que c'est aussi le sujet de ce soir, parler plus amplement de gouvernance, à commencer peut-être par la question de la gouvernance économique. Lorsqu'on parle de gouvernance économique, on fait généralement référence à un ensemble de règles et de normes d'institutions qui visent à garantir une utilisation efficace de nos ressources économiques. Alors là, je pose la question à ceux qui voudront répondre. Est-ce que, selon vous, la tokenisation est de nature à améliorer notre gouvernance économique vis-à-vis de tout ce dont nous avons parlé ce soir, ou au contraire de nature à la déstabiliser ? Et je pense à plusieurs choses, telles que par exemple des revenus qui pourraient échapper à notre fiscalité, encore à cette question du blanchiment, du financement du terrorisme. Donc c'est une question assez large, mais c'est pour nous faire réfléchir à la question de la gouvernance économique. Selon vous, est-elle de nature à l'améliorer ou au contraire à la déstabiliser ? Je vois Cyril qui s'apprête à prendre le micro. Non, c'est une question hyper large et bien malin sera celui qui vous aura à répondre. Mais sur la stabilité, on voit encore, et on l'a bien vu notamment avec Céline, les régulateurs quand même tentent de garder un maximum la main entre guillemets sur toutes ces questions-là, tentent de réguler, tentent d'offrir quelque chose qui à la fois permettent l'innovation, mais tout en protégeant le consommateur et les utilisateurs. Et si on regarde un peu l'impact que peuvent avoir toutes ces nouvelles technologies et la tokenisation sur le système financier au sens large, tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, ça reste une part très faible, infime même, des échanges. Mais ça peut quand même, et c'est le but de cette technologie, ça peut quand même avoir un impact très important. Et je reprends les termes de l'ESRB, moi aussi je fais des acronymes, vous voyez, qui est le groupe européen de surveillance des crises financières futures, donc en gros qui est censé surveiller les crises futures, et qui, dans son rapport l'année dernière, nous dit que la technologie au cœur de la plupart des banques européennes et mondiales date des années 60. Donc en fait, les banques et le système financier de manière générale, traditionnel, a un retard énorme
par rapport à toutes ces nouvelles startups comme Marc, très agiles, qui se construisent de manière très rapide. Et donc pour ces acteurs-là, ça va être une vraie menace. Et si on reprend en tant qu'économiste, par exemple si on regarde Schumpeter, l'innovation, ça va forcément amener un peu d'instabilité et surtout des acteurs ceux qui ne vont pas prendre les bonnes décisions, qui ne vont pas investir dans ces technologies-là, vont probablement perdre des parts de marché, perdre des revenus au profit des acteurs qui sont nouveaux et qui adoptent ces nouvelles technologies-là. Marc, on peut peut-être aussi justement, je rebondis Cyril, parler ici finalement d'emploi, de croissance économique, ça rejoint aussi peut-être le sujet. Oui, bon, comme vous l'avez vu, la tokenisation intéresse de plus en plus. Il y a beaucoup de cabinets de conseil, de banques qui ont sorti des rapports dessus. Il y a un rapport de BCG qui estime que d'ici 2030, il y aura 16 000 milliards de dollars d'actifs tokenisés dans le monde, avec en gros partagé 5-6 000 sur les instruments financiers, 5 000 sur l'IMO et le reste, toute autre typologie d'actifs. Donc qui dit 16 000 milliards de capitalisation dit beaucoup de frais pour les intermédiaires, donc de la création de PIB, de la création d'emplois qualifiés, parce que pour opérer des infrastructures de tokenisation et être intermédiaire, c'est du qualifié, et c'est des postes qui ne vont pas possiblement être remplacés par des IA d'ici 2030, et donc c'est des postes qu'on aimerait bien avoir en France. Et aussi, la tokenisation, c'est une refonte des infrastructures, qu'elles soient d'instruments financiers ou d'autres. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est protégé, je ne sais pas si c'est le terme, mais où on a des bourses, on a des bourses européennes, mais ce ne sont pas les bourses qu'il y a aux États-Unis, ce ne sont pas la London Stock Exchange, ce n'est pas Hong Kong Stock Exchange. Donc les bourses sont compartimentées. C'est plus trop le cas des autres business qui deviennent très internationaux. Et la tokenisation risque de changer ça. Je pense que d'ici 10 ans, on va voir des infrastructures qui vont être mondiales. Parce que comme elle vient simplifier toute l'infrastructure, la réglementation va être plus facile à opérer sur des régimes différents parce que finalement, elle va être opérée d'une manière assez similaire au global. Et donc, qui dit internationalisation, dit le fait qu'on a tout à gagner à avoir un acteur français, voire européen, qui se positionne dessus et qui peut opérer vers l'Asie et les États-Unis plutôt que l'inverse. Donc il y a un vrai sujet emploi fort parce que c'est des emplois d'avenir. Ça générera beaucoup de PIB pour les pays qui auront la chance d'avoir les gros acteurs. Et donc c'est évidemment un sujet de souveraineté. Et je rebondis. Oui. Demain, je donne demain matin une conférence sur le sujet de tokenisation et souveraineté à Paris parce que c'est un vrai... pour moi, on a malheureusement raté le coche du cloud. Enfin, la réalité, c'est que ça a été raté. L'IA, on a un peu de retard, on essaye de l'accélérer. Ce serait bien de se positionner un peu en amont parfois, et là, c'est encore le cas, et pas se dire « Ah, il y a un géant, essayons de faire la même chose, qu'on y aura peut-être un deuxième, parce qu'on va quand même attendre encore un peu. » Et ça serait bien de se préparer en amont, parce que en fait, c'est comme ça qu'on arrive à créer de l'emploi à long terme. C'est pas en réaction. Oui. C'est en pensant dès le départ. Avec cette difficulté qu'on a aussi le législateur européen et souvent sur ces sujets-là une compétence partagée entre les pays membres de l'Union européenne et le législateur européen qui peut mettre du temps aussi à réagir sur ces sujets-là. Oui, mais on peut saluer ce qui a été fait quand même par l'UE en quelques années. Le régime pilote, comme l'a dit Marc, c'est extraordinaire d'enlever des contraintes à des acteurs financiers naissants pour leur permettre de tenter sur une phase de test qu'on n'a pas dit de 3 ans renouvelable une fois. C'est extraordinaire. Sortir un régime comme ce qu'il y a dans MiCA en si peu de temps, c'est assez fort pour être salué. Et après, je voulais juste revenir sur cette notion de souveraineté. Oui. On assimile aussi souveraineté très souvent à... donc il y a la monnaie, d'accord. Alors il y a la zone euro, donc on peut... penser est-ce que c'est souveraineté européenne, pourquoi pas, et on associe ça aussi à la fiscalité. Alors ça, c'est vraiment la souveraineté pure des États, la fiscalité. Et vous l'avez mentionné très bien en disant il y a un problème peut-être de fuite, etc., de fraude fiscale. Alors, encore une fois, pareil, réaction assez rapide et innovante, en bien ou en mal, peu importe, mais en tout cas sur, on appelle DAC 8,
eh bien, tous les acteurs, notamment les PSAN et toutes les plateformes, vont devoir transmettre de manière automatique aux administrations fiscales eh bien, les transactions opérées par leurs clients. Donc, vous voyez, encore une fois, on peut dire ce n'est pas assez, ça va pas assez vite, etc. Je trouve quand même, encore une fois, que c'est une innovation forte. DAC8 va s'imposer au PSAN dans les prochaines années. PSAN et autres plateformes, hein, on parle de PSAN parce qu'on est un peu chauvin en France, mais donc ça, c'est important puisqu'il y a une traçabilité qui va s'opérer. Donc effectivement, les acteurs vont devoir donner à l'administration fiscale les transactions effectuées. Et en plus de ça, si vous avez des crypto-actifs et que vous avez réalisé des plus-values en les convertissant, eh bien, depuis quelques années, hein, je vous le dis quand même, sur votre déclaration de revenus, vous devez mentionner les plus-values réalisées quand vous avez converti vos cryptos en euros et vous êtes imposé sur la plus-value réalisée avec une exemption de 300 et quelques euros, je crois. Donc voilà, donc c'est pour dire que oui, on peut toujours faire mieux, bien évidemment, il faut tous qu'on œuvre à ce que ce soit réalisable, mais il faut aussi se rendre compte que ces nouveaux acteurs-là sont très encadrés et que finalement la régulation va très vite. Donc vous voyez, même sur des questions de souveraineté comme très clairement le taxe, bon, eh bien, on y arrive. Hein, on a des textes et on a des projets qui voient le jour et ce, très, très rapidement. Très bien, merci. Alors, je vous poserai une dernière question avant de passer aux questions du public. Et c'est vraiment pour clore cet échange sur la gouvernance. Alors, vous savez, quand on parle de gouvernance, et c'est d'ailleurs un terme qui est très utilisé par la Banque mondiale elle-même, on parle de transparence, de responsabilité, de participation. Et les observateurs ont tout de suite fait le parallèle entre les environnements blockchain et finalement des systèmes mieux gouvernés d'un point de vue de la bonne gouvernance. Alors là, je vais m'adresser peut-être à Cyril ou à Magali ou à ceux qui voudront intervenir. Ne pensez-vous pas finalement que la tokenisation finisse par s'éloigner petit à petit du système de gouvernance basé sur la confiance qui était intrinsèque à la blockchain et au système blockchain? C'est une question compliquée. Est-ce qu'on s'éloigne petit à petit de cette confiance? Confiance dans le mécanisme lui-même technologique? Tout à fait. Confiance en général En général, ça peut être des investisseurs. Enfin, je vais prendre une casquette donc plus micro, encore une fois microéconomie. Oui. Moi, je pense que ça change surtout la nature de la confiance, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, le contrat tel qu'on peut le concevoir en économie, où effectivement il y a confiance dans le contractant avec lequel on contracte, etc. La confiance, effectivement, elle peut être réactivée, par contre, en ne cherchant plus la confiance dans le partenaire, mais en cherchant la confiance dans le protocole lui-même, c'est-à-dire dans le code lui-même. C'est-à-dire, est-ce que le code est susceptible de donner confiance aux acteurs qui vont effectivement, à un moment donné, choisir le smart contract, par exemple. Ça change la nature de la confiance. Tout à fait. Donc c'est peut-être, c'est une autre confiance, mais effectivement, ça ne répond pas forcément à la question, mais je pense que c'est pas facile à répondre à votre question. Voilà, moi, la réponse que je ferais sur la confiance, c'est ça. C'est peut-être une façon de contourner l'absence de confiance qu'on peut avoir parfois quand on contractualise de façon traditionnelle. Mais effectivement, ça peut entraîner une autre forme de confiance, si tant est qu'on puisse avoir confiance dans le protocole lui-même. Cyril, peut-être pour rebondir. Ouais, moi, je vais repartir du coup. Initialement, le but, c'était vraiment de créer de la confiance à partir de rien et de se passer des intermédiaires. D'intermédiaires, c'est ça, là, tout à fait. Ce qu'on entend depuis une heure et demie quand même, c'est que les intermédiaires reprennent la main quand même et on rajoute des intermédiaires à ce système blockchain qui est censé ne pas en avoir. Et donc la question après, c'est de savoir est-ce qu'on a confiance en ces intermédiaires en plus de la blockchain, puisqu'il faut avoir maintenant confiance dans la blockchain, mais aussi dans ces intermédiaires-là. Et donc ça, c'est une question qui est encore ouverte pour moi. Je sais pas si... Marc, si peut-être, pour rebondir. La question, c'est est-ce que vous pouvez avoir confiance en moi, c'est ça? Ouais. C'est ça. Peut-on avoir confiance en Cryptown? C'est le but de la régulation, c'est pour ça qu'on l'accueille à bras ouverts, c'est que ça donne confiance. Et évidemment, nous, on existait avant que la réglementation existe, et on se posait des questions. Nos utilisateurs, ils ne savaient pas qui on était, on ne pouvait rien afficher sur notre site. On disait, on fait les choses bien, mais croyez-nous sur parole. Maintenant, on fait les choses bien, mais on a enregistré PSAN, et on est passé sous le dossier AMF, ACPR, et ça donne un peu plus de valeur. Et donc, ça permet de donner cette confiance. Après,
donc dans la finance décentralisée, c'est de se dire on n'aurait pas besoin de confiance parce qu'on a une auditabilité des smart contracts, des programmes. Et dans ce cas de figure, si tout le monde comprend comment fonctionne le programme qu'on va utiliser, finalement, il n'y a plus trop de confiance nécessaire. Et je pense qu'il y a quand même une idée de se dire la confiance, c'est bien, mais si on peut être certain à 100% qu'une action amène une réaction, et reprenant l'exemple de Céline au début, si à l'audience, je te verse 10% et tu es sûr parce que l'argent est déjà sur un compte et le fait de débloquer l'audience, le fait que, je sais pas, on n'a pas parlé d'Oracle, mais le fait qu'on prend la donnée du tribunal et que, oui, tu as bien été présent à l'audience, ça débloque automatiquement le compte et toi, tu es sûr à 100% que je peux rien faire pour l'empêcher, c'est bien, en fait. C'est bien d'avoir confiance en moi, mais il y a toujours des clients qui, pour une raison ou une autre, vont payer plus tard, et donc, c'est bien d'automatiser sur deux choses. Après, c'est pas possible de tout automatiser, faut pas aller dans quelque chose d'extrême où on se dirait on va vivre dans un monde où toutes nos interactions vont être soumises à des règles, des programmes informatiques, mais en tout cas parfois ça peut être très utile. Très bien, merci. On va peut-être passer aux questions du public. Alors, je laisse ceux qui veulent poser des questions se manifester et un micro sera donc mis à votre disposition. Bonjour à tous, merci pour vos interventions. Déjà, moi j'avais une question pour Monsieur Kepenegian. C'était comment est-ce que vous faites pour gérer la liquidité des actifs que vous proposez? C'est une grosse question. Donc le concept de liquidité, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais c'est le fait de pouvoir revendre facilement un actif sans impacter trop fortement le prix. Donc plus un actif est liquide, plus je peux revendre vite. Et ça amène une autre notion, ce qu'on appelle le spread sur les marchés financiers, qui est la différence entre l'acheteur qui achète au plus cher, donc le prix de l'acheteur qui achète au plus cher et le prix du vendeur qui vend au moins cher. Et donc c'est pas simple d'avoir de la liquidité sur des actifs avec une capitalisation assez faible. On a sur Krypton beaucoup d'actifs avec des faibles capitalisations parce que c'est utilisé pour financer et c'est des startups, des PME. Et donc, on a fait pas mal de choses pour essayer de driver la liquidité et donc la volumétrie à la hausse. Au début, on travaillait avec des market makers qui travaillaient avec Euronext. Bon, la réalité, c'est que c'est compliqué. Sur du très faible, très small cap, ça fonctionne pas trop bien. On est arrivé un peu au constat de se dire que la liquidité sur des choses comme ça, elle va venir de l'information, déjà. Donc que les émetteurs d'actifs numériques et les sociétés sous-jacentes transmettent une information continue, communiquent, donnent envie à des personnes d'acheter. Puisque les vendeurs, ils en ont, pour eux, ils ont besoin d'argent, ils vont passer des ordres de vente. Et souvent, sur ce genre d'actifs, le carnet d'ordre côté vendeur est plus dense que les acheteurs. Donc l'idée, c'est de se dire comment on va ramener en continu des nouveaux possibles acheteurs. Et donc là, ça passe par de l'information. Ça passe par de la notoriété, ça passe aussi par des bons retours. C'est qu'il y a des acheteurs qui viennent pour le côté, on l'a dit, utilitaire, il y en a qui viennent pour essayer d'avoir un ROI, et donc ça vient pousser de l'historique de marché. Mais il n'y a pas de bonne réponse pour le coup. Vraiment, on a fait plein de choses. Et bon, il y a d'autres réponses qui peuvent être apportées, notamment en ayant des marchés. Nous, on est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Mais parfois, on s'est dit, si on faisait une cotation mensuelle et que tout le monde était obligé de se retrouver à un même moment chaque mois, peut-être ça peut driver la liquidité à la hausse. Deuxième méthode que j'ai en tête et que peut-être un jour je mettrai en œuvre, c'est de faire des enchères inversées. Donc en fait, vous voulez vendre n'importe quel actif, que ce soit des actifs numériques ou des actions, vous dites j'en ai 100 000 à vendre, et tous les acheteurs en fait en marketing, vous faites ça une fois par mois et vont dire ok, moi j'achète les 100 000 de temps, et ça va être l'acheteur qui va donner le plus haut qui va les obtenir. Ça permet une liquidité totale pratiquement dans 100% des cas. Bon, il y a un risque pour le vendeur qui vende pas cher, mais si on drive bien la chose, en tout cas, ça permet d'avoir une vraie liquidité. Bon, c'est des idées qu'on a en tête, qu'on testera sûrement, mais aujourd'hui, la liquidité sur les très small cap, on peut le voir sur Euronext Growth, le petit compartiment d'Euronext qui gère les PME, il n'y a pas trop de liquidité non plus. Et donc, il n'y a pas de magie. En fait, c'est pas parce qu'on facilite les transferts et l'efficience des infras qu'on va créer de la liquidité pour autant. C'est deux concepts. Enfin, l'un peut faciliter l'autre, mais l'un n'amène pas immédiatement l'autre.
Donc bon, la liquidité est reine et nous on rêve d'en avoir plus, mais c'est pas simple. Merci à vous. Prochaine question. Oui. Moi, j'avais une question aussi. Vous avez parlé de tokenisation, donc, et je voulais remercier pour la conférence. Et ce que je voulais vous demander, c'est est-ce qu'on pourrait pas imaginer... Si, c'est bon, ça fonctionne très Excusez-moi. bien. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer, par exemple, avec des actifs qu'on aurait tokenisés, vous parlez de suppression des intermédiaires de banque, est-ce qu'on pourrait pas imaginer de faire des prêts sur la blockchain en, par exemple, collatéralisant, excusez-moi, des actifs sur la blockchain en contrepartie d'avoir un prêt? Alors l'emprunt sur la DeFi existe déjà. C'est toi le praticien. Mais je vais partager. Bon, ça existe déjà sur la DeFi, la finance décentralisée, de pouvoir mettre en collate ces cryptos et pouvoir débloquer des stablecoins qu'on va pouvoir réinvestir, voire racheter des trucs qu'on va mettre en collate et faire un effet comme ça. Bien sûr, il y a un taux d'intérêt. Et évidemment, le but de la tokenisation, c'est faciliter ça. Dans le monde traditionnel, on appelle ça le repo. Je ne sais pas si ça parle à certains. Et il y a des sujets de tokenisation à ce du nantissement, donc c'est quelque chose de beaucoup plus particulier, mais ça peut faciliter tout le côté, on met la banque ou l'intermédiaire ou l'acteur qui va nous prêter de l'argent, lui quand il nous prête, soit il nous fait confiance et on revient sur le truc de confiance, soit il nous dit ok mais je vous prête si vous mettez en collatéral votre maison. Là ça passe par les hypothèques, c'est lourd, c'est un notaire, etc. S'il dit ok vous mettez en collatéral votre token qui représente je sais pas, votre patrimoine, votre immeuble, enfin vivant dans un monde où tout est tokenisé, vous lui envoyez, vous gardez la propriété mais lui il va avoir un droit sur ses actifs directement. Et lui, il est safe parce qu'il sait très bien que vous n'allez plus pouvoir les toucher, vous ne pouvez plus pouvoir les vendre. Lui, il est certain de les avoir à la main et en un clic, il les vend si vous ne respectez pas. Et donc, ça facilite tous ces mécanismes de nantissement. Et oui, c'est un gros intérêt de la tokenisation. Après, sur les cryptos, ça existe déjà et c'est déjà utilisé. Pour que ça arrive sur les actifs réels tokenisés, il va falloir quand même encore un peu de temps parce qu'il y a des briques nécessaires qui doivent exister. Et je ne suis pas sûr qu'une banque... va vous dire ok filez-moi vos tokens qui représentent je sais pas votre immeuble et je l'accepte pour remplacer votre hypothèque de votre prêt IMO. Pour le moment non, mais un jour ça arrivera. Juste là-dessus pour compléter, il y a aussi la problématique de l'appréhension par les tiers, parce qu'en cas de problématique, on peut y envisager par exemple la saisie, alors que ce soit par un huissier, etc., effectivement de ces collates. Ça pose un problème aujourd'hui d'un point de vue juridique, mais aussi technique, à savoir la saisie-appréhension en fait, des actifs numériques. Donc il y a des groupes de travail qui réfléchissent dessus, mais c'est un vrai sujet également, parce qu'en cas de problématique, c'est bien, vous avez mis comme collate un token, et vous faites comment pour aller l'appréhender dans le wallet de l'autre en tant que de besoin? Vous allez voir qui? Vous allez voir un juge, et ensuite vous allez voir un huissier, puis vous allez dire, vous allez rire monsieur, alors monsieur, pardon, huissier, commissaire de justice, il faudrait aller me saisir dans le wallet de monsieur X mon collatéral en fait qui est un token. Vous voyez, donc ça pose des problématiques aujourd'hui qui sont intéressantes. On arrivera bien sûr à trouver des solutions, mais oui, en théorie, c'est très intéressant et ça peut aller beaucoup plus vite que ce qu'on peut imaginer qu'avec une hypothèque. En pratique, on en est loin parce que une hypothèque, c'est inscrit, c'est facile, voilà. Et là, c'est pas le cas. Et donc voilà, donc il y a encore des problématiques assez rudimentaires sur lesquelles il faut qu'on travaille pour pouvoir trouver des solutions et envisager effectivement une collatérisation qui fonctionne en utilisant les actifs numériques. Et c'est particulièrement d'actualité au regard de la réduction de la capacité emprunteur aujourd'hui dans le contexte économique actuel. Une autre question peut-être ? Test, ok, c'est bon. En fait, je crois que vous avez fait la mention du coup d'une absence de confiance par le fait qu'on automatisait nos processus. Mais et vous avez expliqué que c'était un programme informatique, du coup, le smart contract, mais j'essaye de me mettre à la place d'un utilisateur et je doute que les utilisateurs ils vont lire toutes les lignes de code en fait du smart contract. Donc il y a quand même, j'ai l'impression, un degré de confiance. On est obligé de faire confiance à nos développeurs qui font ces smart contracts. Ou par exemple, s'il y a des cas de hacking, je sais pas, j'essaie de m'imaginer à la place de l'utilisateur.
Oui, c'est vrai que la question cyber, pour le coup, on n'en a pas parlé, mais la question cyber... Ouais, on peut parler de la question cyber, mais on peut parler... Est-ce que vous avez déjà lu les conditions générales de vente quand vous achetez un produit sur Amazon ? Est-ce que quand vous faites un virement, vous comprenez le mécanisme SWIFT attaché au virement ? Non, Techniquement parlant. Non, mais on va revenir sur des choses simples. Non, parce que c'est un vrai sujet. Il y a effectivement cette notion de confiance. Mais par exemple, quand on commande sur Amazon ou je parle d'Amazon, mais on peut en citer d'autres. Hein, est-ce que quelqu'un a déjà lu en détail les conditions générales ? Bien sûr que non. Est-ce que quand vous demandez à votre banquier de faire un virement très vite là parce qu'il faut aller acheter le cadeau du copain avant ce soir, que vous allez utiliser Lydia, etc., est-ce que vous avez lu les conditions générales ? Non. Est-ce que vous comprenez le mécanisme attaché au virement SWIFT derrière ? Non. Et pourtant on le fait. Pourquoi ? Parce que vous avez confiance envers Amazon, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, hein, envers Amazon, envers votre partenaire bancaire, etc. Parce qu'il y a cette notion de confiance. Et tout l'enjeu en fait de ce qu'on parle, de la blockchain, c'est qu'à un moment il faut qu'on institue la confiance envers les mécanismes, envers les protocoles. Et ça, c'est un long travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de blockchain comme un instrument qui permet de créer de la confiance, ça c'est sûr, parce que quand c'est horodaté, ça peut plus bouger. Par contre, derrière, effectivement, ce sont les opérateurs, celui qui est derrière le protocole, etc., c'est là-dessus, les acteurs travaillent sur cette confiance-là. Et la confiance, c'est pas forcément la compréhension de tout le mécanisme technologique qui se passe derrière. Clairement, je pense que peu de gens ici sont capables d'expliquer le protocole SWIFT derrière les virements bancaires. Personne n'est capable de citer toutes les conditions générales d'Amazon, et pourtant on est tous les premiers en train d'acheter des trucs quand on a besoin. Vous voyez, je pense que c'est un peu là-dessus, en tout cas, sur la confiance. Mais vas-y, je te laisse compléter. Si je peux compléter, aussi il faut savoir que les protocoles les plus utilisés aujourd'hui sur la finance décentralisée, ils sont utilisés par des millions de personnes, et il y a plein de gens, parce qu'il y a des centaines de millions d'euros qui transitent, qui rêvent de voir des failles, et donc qui l'auditent. Il y a des white hat hackers qui l'auditent tous les jours, il y a des gens qui cherchent des failles, et donc mécaniquement, un protocole qui a fonctionné depuis déjà un mois avec des centaines de millions de transactions, vous pouvez avoir confiance, parce que s'il y avait des problèmes, day one, pas toujours, mais on les aurait vus. Et donc, si vous n'êtes pas technique, l'idée c'est de se reposer sur des choses, des gros protocoles qui ont été audités. Et pour le coup, ils ont tous été audités, hein, ils sont open source, et vous pouvez revoir plein de retours de personnes. Et donc, vous pouvez avoir confiance aux gros vraiment utilisés. Parce que les failles, elles auraient été trouvées. Il y a trop d'argent en jeu pour que des failles importantes soient trouvées. Enfin, ça peut toujours arriver, mais c'est assez peu probable. Mais du coup, ça veut dire que en fait, l'objectif, c'est pas l'absence de confiance par l'automatisation. Non, c'est même le contraire. Okay. C'est le contraire. Peut-être une dernière question ? Oui, bonjour et merci pour la conférence. Ma question, ça concernait au fait les réglementations par rapport aux cryptos. Est-ce que pour instaurer ces réglementations, ils l'ont pris au fait comme une monnaie ou comme une autre entité? Parce que pour instaurer une réglementation, il faut d'abord définir le domaine dans lequel on va... La réglementation juridique, je veux dire. Oui, la qualification juridique, je veux dire. Et est-ce que ces réglementations ont été établies en supposant que les cryptos sont des monnaies ou d'autres... Ça a été créé dans la loi Pacte, donc 2018-2019. Ça a créé un nouveau chapitre dans le Code monétaire financier sur les actifs numériques. Et la définition d'un actif numérique, c'est quelque chose qui n'est ni un instrument financier, ni un bon de caisse, ni une monnaie. Donc c'est par élimination, c'est par la négation, c'est une des rares définitions en droit français par la négation. Donc non, ce n'est pas. Voilà, bon, je te laisse compléter. Non, mais c'est ça, mais ce n'est pas une monnaie ayant cours légal. C'est pas par opposition ou quoi que ce soit, c'est un actif numérique n'est pas une monnaie ayant cours légal. Et d'ailleurs, il y a que quelques pays au monde qui considèrent certains actifs numériques comme une monnaie ayant cours légal, avec l'exemple du Salvador, d'accord ? C'est un des seuls pays au monde qui a considéré que le Bitcoin était une monnaie ayant cours légal, mais c'est une exception par rapport à l'ensemble de la réglementation mondiale sur la monnaie. Donc non, un actif numérique n'est pas une monnaie ayant cours légal. Ce pourquoi d'ailleurs,
on déroule un chapitre qui n'a rien à voir, et c'est pourquoi les réglementations n'ont rien à voir avec la régulation de la monnaie et toutes les émissions de la monnaie, au sens où la réglementation européenne encadre ces sujets-là. Et pour compléter, donc le digital euro, donc il y a un projet de règlement européen, ça sera une monnaie en cours légal, et les electronic money tokens et les ART dans le cadre de MiCA, ce sera une monnaie mais pas ayant cours légal. Il y a des notions de ce que ça veut dire d'être cours légal ou pas. Et donc, on va avoir quand même ces concepts de monnaie qui vont arriver. Mais un actif numérique n'est pas une monnaie. Oui, avec une catégorisation finalement de ces actifs. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on clôture? Non? Eh bien, très bien. Il me revient donc le devoir de clôturer cette conférence. Je remercie bien évidemment donc le public pour sa présence et sa participation. Je remercie aussi vivement donc nos invités pour leur présence et leur investissement sur ce sujet, qui est un sujet passionnant et qui évolue tous les jours. Je remercie également et félicite l'université Jean Monnet pour l'organisation de cette première édition donc, décentralisée des GECO et réussie par ailleurs. Et remercierai à titre personnel également Monsieur Thomas Bartel, donc responsable promotion et relations extérieures, qui, comme le disait Monsieur Rioux, a été donc la cheville ouvrière de l'organisation de cet événement. Merci à toutes et à tous, et puis à l'année prochaine.